Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue sur la radio des Sans-Voix pour une nouvelle émission. Pour cette semaine, nous vous proposons d'aborder le principal instrument de droit international pour l'abolition de la torture à l'échelle planétaire. Vous l'aurez deviné, nous traitons de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Pour ce faire, nous vous proposons de vous présenter le traité, puis d'analyser son application sur le territoire algérien. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Commençons par la présentation de la Convention. La condamnation de la torture au niveau supranational remonte à déjà bien longtemps. Elle est en effet arrivée dès 1948 avec la Déclaration universelle des droits de l'homme qui citait dans son article 5 que nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En 1966, lors de la rédaction du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l'article 7 a également été dédié à la condamnation de la torture. Je cite: « Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique. » Par la suite, avec l'accroissement des pressions des ONG ou organisations non gouvernementales, l'Assemblée générale des Nations unies est ensuite allée le 9 décembre 1975 jusqu'à adopter la Déclaration sur la protection de toute personne contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Un peu plus d'une décennie plus tard, la condamnation de la torture a acquis une valeur juridique beaucoup plus forte avec la rédaction d'un traité international, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Elle avait pour but d'accroître l'efficacité de la lutte contre la torture dans le monde entier. Cette convention a plus spécifiquement été adoptée le 10 décembre 1984 et est entrée en vigueur le 26 juin 1987 après avoir atteint sa 20e ratification. C'est d'ailleurs cette date du 26 juin qui est retenue comme journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture. Au jour d'aujourd'hui, la Convention compte 83 États signataires, c'est-à-dire 83 États qui ont déclaré leur approbation préliminaire à ces articles, ainsi que 160 États parties, c'est-à-dire 160 États qui sont juridiquement liés au traité. Dans son premier article, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants définit la torture comme, je cite, « tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination, quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. » Bonsoir Monsieur Safer Zeitoun. Vous êtes secrétaire général de la Ligue des droits de l'homme en Algérie. À l'occasion de la Journée internationale contre la torture, pouvez-vous nous donner votre avis sur la question? D'abord, je vous remercie de venir nous rendre visite. Sur la question de la torture, la LAD a toujours fait cas de ce gros problème qui est la torture, aussi bien au niveau international qu'au niveau national. Les précédentes années, donc avant l'arrivée de la nouvelle équipe, l'aspect de la torture avait fait l'objet de journées techniques, de publications, afin de sensibiliser les citoyens sur ce problème qui est indigne d'exister dans des États civilisés. En ce qui concerne donc la LAD actuelle, c'est-à-dire depuis l'arrivée de M. Ben Saïd Mortar à la présidence, donc nous avons intégré
le secrétariat permanent des organisations arabes et de l'Iran contre la torture. Donc au cours d'une réunion à Rabat, notre président fait partie du bureau permanent pour à ce que ce problème soit porté au niveau national. Donc nous avons fait un écrit au ministère des Affaires étrangères parce que l'Algérie a signé la Convention internationale contre la torture. Et donc pour la mise en place, à travers les sections de la LAD, la mise en place de sentinelles, d'observateurs au sein des tribunaux et dans les prisons. Donc ces sentinelles, donc, pour qu'ils soient libres à visiter les prisons, voir un peu la situation. Malheureusement, le ministère des Affaires étrangères ne nous a pas encore répondu à notre demande, mais nous espérons qu'il le fera. Donc votre requête n'a pas trouvé d'écho au sein des instances officielles. Afin de surveiller son application, la Convention prévoyait également dans son article 17 la création d'un comité d'experts indépendants, le Comité contre la torture. Chaque État partie de la Convention doit soumettre un premier rapport 1 an après sa ratification pour faire état de la situation sur son territoire et faire part de ses engagements pour le respect de la Convention. Ensuite, l'État doit soumettre un rapport au comité à chaque 4 ans ou à chaque fois que le comité le lui demande. Si l'État viole un des articles de la Convention, un citoyen ou une ONG a la possibilité de formuler une plainte et de l'envoyer au comité qui l'étudiera. S'il la juge fondée, le comité contre la torture pourra formuler 2 observations à l'État en question pour l'encourager à mieux veiller au respect de la Convention ou même charger ses membres de procéder à une enquête confidentielle et d'ensuite envoyer ses conclusions et ses suggestions à l'État. Il en va donc de soi. Pour que le travail du Comité des Nations Unies contre la torture soit efficace, il nécessite un travail conjoint avec les ONG et les particuliers qui agissent comme des yeux sur le terrain et sur les juridictions internes. Pouvez-vous nous parler de vos activités sur le terrain des luttes des droits de l'homme pour qu'à l'avenir cette pratique soit à jamais révolue? La LAD actuellement, après le traumatisme qu'elle avait subi avec la perte de Si Fathallah, la perte de son local, elle a continué à vivre, mais de manière assez timide, et avoir des activités en particulier dans le domaine de la torture. Actuellement, nous sommes en train de nous déployer sur le terrain, c'est-à-dire de reconstruire la Ligue sur la base des sections locales. Et donc les sections locales vont avoir un rôle de porteur d'alerte et de sentinelle donc, sur tout le territoire national, aussi bien pour les cas de torture que pour les autres aspects des droits de l'homme. Nous sommes en train de construire un réseau où il y aura des observateurs dans les tribunaux, des sentinelles sur l'aspect torture, sur les autres aspects des droits de l'homme. Nous sommes gênés dans notre travail par le fait que le dossier que nous avons déposé au niveau du ministère de l'Intérieur, le dossier de conformité à la loi sur les associations, la 1206, ne nous donne pas, nous n'avions même pas reçu de récépissé de dépôt. Donc on est une organisation tolérée, dans un sens. Un peu comme Rage, SOS Disparu, un certain nombre d'associations partenaires. Et donc notre activité n'est pas facilitée. Il y a lieu, je pense, de revoir un peu sérieusement cette loi sur les associations et nous permettre de travailler comme toutes les ligues à travers le monde. Parce qu'en vous laissant ainsi, les autorités, ils ont quand même un champ libre pour mieux étouffer
les voix discordantes. Absolument, absolument. Quand l'association n'est pas reconnue juridiquement et officiellement. Absolument. Nous dépendons de l'agrément de bon vouloir. Voilà. Donc l'agrément dans une association actuellement est donné soit par le président d'APC, soit par le Wali, soit par le ministre de l'Intérieur. Donc on est à sa merci. C'est-à-dire, c'est pas si on fait une erreur, c'est pas la justice qui est saisie pour qu'on arrête notre travail, si on a dévié de notre chemin, mais c'est le bon vouloir du Wali. Donc ça ouvre les portes à tous les abus possibles et imaginables. Donc il y a eu dernièrement un syndicat dans le ministère du Transport qui a été donc le ministre a décidé également je mets fin à l'agrément de ce syndicat. C'est pas une chose normale. Il faudrait qu'on puisse une bonne fois pour toutes se dire que la société civile elle a un rôle à jouer. Elle doit être toujours dans les premières loges dans la défense du citoyen, dans sa sensibilisation, dans toutes les activités qui puissent lui donner le sentiment d'appartenir à un pays et le sentiment d'être réellement citoyen et participer au développement du pays. Donc il ne faut pas que ce soit seulement limité à un moment donné, il faut aller voter. Seulement, c'est le seul moment où on doit se considérer comme citoyen. Il faut que le citoyen se sente réellement responsable dans la vie de la cité. Et cette responsabilité, elle doit se faire en permanence. Pendant toute l'année. Pendant toute l'année, pendant toute la vie, pendant n'importe quel moment, dans n'importe quelle circonstance et dans n'importe quel lieu. Donc le citoyen non seulement doit être conscient des problèmes de la propreté de la cité, mais il doit aussi participer à une meilleure gouvernance de sa cité. L'Organisation mondiale contre la torture, ou l'OMCT, restera sans doute la plus connue et représente une coalition internationale d'ONG luttant contre la torture, les exécutions sommaires, les disparitions forcées et tout autre traitement cruel, inhumain ou dégradant. C'est d'ailleurs le plus important réseau d'organisations non gouvernementales actives dans la protection de la promotion des droits de l'homme dans le monde. En décembre 2002, l'Assemblée générale des Nations unies a également adopté un protocole facultatif visant à compléter la Convention contre la torture en se concentrant surtout sur la prévention. Ainsi, ce protocole prévoit des visites régulières dans les lieux de détention du pays, effectuées soit par des organismes nationaux indépendants, soit par un organisme international, le Sous-Comité pour la prévention de la torture. Après avoir atteint sa 20e ratification le 22 juin 2006, ce protocole est entré en vigueur. Au jour d'aujourd'hui, ce protocole compte 75 États signataires et 83 États parties. Le pouvoir algérien a ratifié la Convention internationale contre la torture, mais des signes évidents montrent que cette pratique est présente de nos jours. Du côté de la LAD, nous n'avons pas, à l'heure actuelle, reçu de plaintes avérées et nous n'avons pas observé de plaintes avérées de torture. Donc il se peut que les autres ligues des droits de l'homme aient des cas. Mais de notre côté, nous n'avons pas de cas avérés. C'est pour ça que nous militons pour qu'il y ait la mise en place d'un réseau de sentinelles, donc que la lettre que nous avons faite au ministère des Affaires étrangères puisse nous permettre d'autoriser des sentinelles qui puissent visiter les prisons, qui puissent visiter les commissariats dès qu'il y a un soupçon ou dès qu'il y a pour un peu constater les choses et aller vers des constats réels. Nous refusons de nous baser sur des rumeurs ou sur des allégations. Donc il faut qu'il y ait réellement des choses concrètes, etc., avérées pour qu'on puisse
faire un petit chemin, intervenir et faire intervenir donc la justice et ce qu'il faut sur ce problème. Passons à présent à l'application de cette convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en Algérie. On sait que dans les années 90, la question de la torture systématique s'est posée avec acuité. Et certaines personnes considéraient cette pratique immonde comme un mal nécessaire pour endiguer la menace terroriste. La période des années 90 est une période qui a été vécue de manière traumatique, pratiquement par tout le monde. Aussi bien les citoyens que le simple citoyen, les familles, pratiquement ils ont été touchés dans leur chair. Et ça a été une période très très difficile. Et elle a été vécue aussi, de manière aussi difficile de la part de tous les citoyens de manière générale. Et d'ailleurs, c'est ce qui a donné lieu à des dérapages. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il y a eu aussi bien d'un côté que de l'autre. Le bilan, en réalité, n'a pas encore été fait de manière sérieuse. Moi, je ne vous cache pas, j'ai des parents qui ont été soit d'un côté, soit de l'autre, et qui ont subi des traumatismes très, très, très graves. Moi-même, j'ai échappé à un événement. Bon, c'est une période très, très difficile. Donc, il va falloir, ouvrir et essayer d'en parler pour que ce traumatisme puisse petit à petit être évacué. Un peu comme en Afrique du Sud ou en Argentine, c'est le seul moyen d'évacuer ce traumatisme. Ne sachant pas réellement les choses, nous ne pouvons pas nous engager ni d'un côté ni de l'autre. Depuis le 16 mai 1989, l'Algérie fait partie des 160 États qui ont ratifié le traité et qui sont donc des États parties à la Convention. L'Algérie a ainsi reconnu la compétence du Comité contre la torture. Malheureusement, la torture demeure utilisée au pays qui, combinée à des détentions arbitraires, constitue une des violations des droits de l'homme les plus importantes. Utilisée principalement pour obtenir des aveux par des agents de force de l'ordre dans le cadre de la lutte antiterroriste, aucune disposition de droit interne algérien ne précise que toute déclaration établie comme étant obtenue par la torture est irrécevable si elle est invoquée comme élément de preuve dans une procédure. L'utilisation d'un aveu est laissée à la discrétion du juge. Ainsi, en Algérie, il y a constamment violation de l'article 15 de la Convention internationale qui mentionne que, je cite, « Tout État partie veille à ce que toute déclaration dont il est établi qu'elle a été obtenue par la torture ne puisse être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure, si ce n'est contre la personne accusée de torture pour établir qu'une déclaration a été faite. » Le Comité contre la torture avait à cet effet recommandé à l'Algérie en 2008 de réviser son code de procédure pénale afin qu'il soit pleinement conforme à l'article 15 de la Convention, mais aucune modification n'a encore été faite. En Algérie, il demeure que la majorité des violations à la Convention internationale contre la torture ont été commises durant les années 90, soit durant la décennie noire. Il est d'ailleurs tout à fait juste de considérer que l'usage de la torture ait été instrumentalisé par les forces de l'ordre algériennes, et ce, dans le but d'extorquer des aveux à des soupçonnés de terrorisme, de les punir, mais aussi de terroriser la population et de la dissuader d'essayer de défier l'État. Les femmes n'étaient donc pas épargnées et des moyens de torture physiques comme psychologiques étaient utilisés. Des commissariats ou des casernes militaires, surtout dans Alger, s'étaient alors même fait emménager des centres de torture. Nul besoin de rappeler les violations de la Convention internationale contre la torture soulevées par de telles pratiques. L'article 2, déjà,
qui oblige tout État partie à prendre des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction, et ce, même en cas de guerre ou d'instabilité politique, a lourdement été ignoré par l'Algérie durant les années du terrorisme et implique qu'aujourd'hui encore, trop d'Algériens se sentent concernés par la Journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture. Avez-vous préparé des activités en liaison avec cette journée? Nous avons pensé à une journée technique, mais nous n'avons pas programmé pour cette année. Au jour d'aujourd'hui, l'Algérie n'a toujours pas signé ou ratifié le protocole facultatif de la Convention internationale contre la torture qui prévoit des mécanismes de vérification des centres de détention par des visites. Sur ce, le moment de se quitter arrive à présent. Je vous remercie, chers auditeurs et chères auditrices, pour votre écoute et pour votre fidélité. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle discussion qui nous rapprochera un peu plus de l'établissement de la vérité. Au revoir.